nouvelle édition des Excités. Aujourd'hui, je suis accompagné de Roxane Lagone, Dimitri Zavozik et Alain Marie. Aujourd'hui, nos trois sujets qui seront débattus sont la loi El Khomri, la crise agricole et le Brexit. Alors, tout d'abord, commençons par le commencement, par l'actualité chaude. En effet, la ministre du Travail, donc Myriam El Khomri, doit présenter ce 9 mars en Conseil des ministres son projet de loi visant, je cite, à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. Ce texte, qui vient d'être transmis au Conseil d'État, entend donner un poids accru à la négociation collective. Mais il est, comme va le montrer la manifestation de demain, très controversé par l'opinion publique et par la classe politique. Donc, en marge de cette manifestation et face au point plus en plus important du chômage, peut-on dire que ce projet de loi est le symbole de l'immobilisme du marché du travail en France ou bien une utopie politique? Dimitri, ton avis là-dessus? Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur cette loi, dans le sens où, comme tous les partis de gauche, et plus largement comme tous les citoyens de gauche, j'y suis complètement opposé. Je suis même pas pour un amendement de la loi, pour la retravailler, pour essayer de donner plus de sécurité dans la flexi-sécurité que veut imposer le gouvernement. Je suis pour le retrait complet. Alors, on peut s'expliquer des heures pourquoi. Simplement, ça va pas du tout dans le bon sens. Dire, depuis quand il faut faciliter le débauchage des gens pour les embaucher? C'est complètement stupide. C'est un principe de logique même qui ne convient pas. Donc, finalement, je ne vais pas expliquer pourquoi est-ce qu'il faut 11 heures de repos entre 2 journées de travail, parce qu'il faut dormir, voilà, tout simplement. Il y en a 50 000. Pourquoi est-ce que... je ne vais pas vous expliquer pendant 1h30 pourquoi est-ce qu'on a besoin d'au moins 2 jours pour pleurer le deuil de ses proches. Voilà, oui, effectivement, on en a besoin. Je ne comprends même pas pourquoi cette loi existe, je ne sais pas ce qui leur est passé par l'esprit. Pour moi, c'est un non. Parce que les deux propositions qui font grincer des dents, c'est à la fois le fait qu'on puisse étendre le temps de travail journalier à 12 heures, je cite en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, et le fait que les indemnités prud'homales soient plafonnées. Voilà. Oui, donc ça, c'est évidemment plein d'autres trucs. À flexibiliser le travail, mais ça, c'était juste une petite partie en substance. Roxane, toi par contre, tu es plutôt pour donc je suis pour dans une certaine mesure. Enfin, moi je suis pour la loi, mais je pense, contrairement à Dimitri, qu'on peut l'amender et lui apporter des modifications qui seraient positives. Dans le sens où, par exemple, sur les 10 heures maximum de travail par jour, et 12 heures si accord collectif, déjà, il faut encore qu'il y ait un accord collectif. Le premier point, c'est que c'est pas nécessairement évident qu'il y ait un accord collectif qui autorise 12 heures de travail journalier. Et ça n'existe pas, l'accord collectif. Non mais vraiment, il faut se rentrer ça dans la tête. L'entreprise, même la petite entreprise, quoi qu'on en dise, il y a un problème de rapport de force. Et dans accord, il ne peut y avoir accord que si tous les parties sont égaux. Sont égales, très juste. Donc forcément, je veux dire, le patron il va dire on a plein de travail, il faut bosser 12 heures. S'il y en a un qui dit non, je ne suis pas d'accord, mais le patron il dit mais tu dégages. Regarde, j'ai la nouvelle loi El Khomri, tu dégages. Donc il n'y a pas d'accord, c'est obligation de l'employeur pour avoir 12 heures. Ça va même beaucoup plus loin que ça. Et dans le cadre d'un projet de loi, il n'y a eu aucune concertation au préalable avec aucun syndicat, même au sein des ministères, au sein des conseils des ministres, ils n'en ont pas eu, pas entendu parler avant. Donc c'est un non-sens. Cette loi, c'est un non-sens parce que c'est un peu le bateau qui prend l'eau. Il y a 2017 qui arrive, il faut encore qu'on fasse la réformette. C'est plus un acte politique. C'est du n'importe quoi. Madame El Khomri, c'est un pantin, elle vient d'arriver, on lui a déchargé la loi dessus, c'est à elle de s'en occuper. On a une loi qui n'est absolument pas. Je pense même son idée peut-être à elle, elle a récupéré un projet tout fait. Donc, sur ce point-là. C'est le pantin de vache qui attaque pas. Moi personnellement, je pense qu'il y a vraiment des trucs intéressants dans la loi. Je pense que il y a le compte personnel d'activité. Ah, ça on est d'accord. Ça on est d'accord. Je veux dire, c'est quelque chose de. Vous n'allez pas me dire que c'est pas une invention. C'est pas. Ah mais c'est super, mais c'est un jouet pour montrer, regardez, vous allez avoir quelques droits supplémentaires. Non mais il y a d'autres choses, même le fait de la loi, ce que veut dire Roxane, c'est quelques mesures quand même en faveur des salariés, notamment deux points. Laisse-moi finir. Notamment 2 points. Le fait que, par exemple, pour les référendums en entreprise, le seuil de validité a été rehaussé à 50% au lieu de 30%. Et également, il y a un nouveau droit qui est apparu qu'on n'a pas trop
on n'a pas trop entendu parler, c'est le droit à la déconnexion, c'est-à-dire on part du principe que lorsqu'on est connecté à son adresse mail professionnelle ou à son portable professionnel, on reste dans son temps d'emploi. Et la loi va considérer qu'on a le droit justement de se déconnecter. Tant qu'on n'est pas déconnecté, on est encore dans notre temps de travail. Donc est-ce que cette loi ne va pas en faveur des travailleurs, par exemple? Mais non, parce qu'il y a La connexion, ça n'a pas de sens. Non, il y a pas de sens, et surtout il y a le plafonnement au prud'homme. Ouais. Donc alors le mec, il va dire j'ai le droit d'être déconnecté, l'employeur va lui dire bah du coup je te viens. Ok, il fait contre la loi, donc l'employé va aller au prud'homal. Les prud'hommes vont lui dire écoutez, il y a la loi El Khomri, c'est maximum, je sais pas ce que c'est le plafond, hein. Le maximum est atteint, voilà. Donc le patron, il s'en fout de déconnecter, pas déconnecter. De toute façon, il peut le virer. De toute façon, il sait pertinemment comment ça va lui Ce qui est le plus grave, c'est que alors, la loi, par rapport à l'égalité entre les salariés, quand on voit que ce plafonnement des indemnités prud'homales, je vais y arriver, pardon, va permettre à un employeur de licencier quelqu'un qui touchera la même somme, qu'il soit dans l'entreprise depuis 30 ans ou qu'il le soit depuis 6 mois. Donc ça, c'est un non-sens. Puis c'est pas du tout de gauche. Enfin, faut arrêter un moment, faut arrêter la machine. Là. C'est pas que nous. Non, c'est pas que nous. Non, mais après, je pense qu'il faut arrêter, enfin, je pense qu'il faut sortir vraiment de ces considérations idéologiques. Est-ce que c'est une réforme de gauche? Est-ce que c'est une réforme de droite? Il y a un moment, enfin, je veux dire, il faut quand même être pragmatique. Et je veux dire, on est dans une situation économique qui fait que, je pense que Hollande, quand il est arrivé au pouvoir... Attends, quand Hollande est arrivé au pouvoir, il a quand même été élu sur le discours de la finance c'est de la merde. Voilà, tu vois, enfin, genre, je veux dire. Et on a bien vu dans les faits qu'il a changé de stratégie. Il n'a pas changé seulement parce que monsieur le voulait, mais aussi parce qu'il y a une conjoncture économique qui fait que. C'est quoi cette conjoncture? Mais attends, mais la croissance repart pas. Mais attends, mais on est en révolution industrielle, oui. On a 1% de croissance comme pendant la révolution industrielle. Mais t'as vu le taux de chômage? Mais alors voilà, là on a le problème. On a 10% de chômage. Voilà. Mais c'est pas un problème de croissance, c'est pas un problème de production, c'est un problème de système productif. On a un système qui permet 10% de chômage, qui a besoin de 10% de chômage pour fonctionner. Nous, on n'a pas de problème de croissance. Alors oui, on aurait 10% de croissance, on n'aurait pas de chômage. Mais on peut avoir le plein emploi à 1% de croissance. Ça oui, mais là le problème c'est qu'on a 1% de croissance et pas de plein emploi. La loi se trompe de cible, la loi se trompe très nécessairement de cible, puisque Roxane, comme tu le disais, il a changé de stratégie peut-être, mais lancer une réforme du Code du travail, c'est le travail d'un mandat. Ah mais ça je suis Ça ne d'accord. se fait pas un an, même pas un an avant le début de la campagne présidentielle, même pas de l'élection, le début de la campagne. Déjà, maintenant, on est déjà plus, on parle plus que qui va se présenter à gauche, qui va se présenter à droite. Alors comment tu veux faire passer une réforme qui d'ampleur? Non mais attends, il y a des choses que je donc ce trouve... sera mal fait. Il y a des choses que je trouve absolument mauvaises et à jeter dans la loi. Tu vois, il y a des trucs, par exemple, la possibilité des accords offensifs ou je sais pas quoi là qui peuvent permettre donc le licenciement pour motif personnel. Je suis d'accord que ça, je suis pas pour. Maintenant, il y a des choses que je pense qui sont vraiment intéressantes dans la loi. Genre voilà, le CPA, même en soi la possibilité de monter à 12 heures journalières si l'activité de l'entreprise le permet et sur accord, sachant que... Il n'y a pas d'accord. Remettons les choses sur décision du patron. C'est un peu ça, plus de la culture en entreprise. Oui, mais c'est comme ça. Mais c'est un demi-libéralisme, c'est même pas du vrai libéralisme parce qu'on veut mettre des garanties d'un côté et on veut permettre plus de flexibilité de l'autre. Ça marche pas, ça marchera pas. On voit bien qu'il se trompe clairement de cible au lieu de s'en prendre aux indemnités, aux crédits comptes personnels, ce que vous voulez. Il y a des idées là-dedans qu'il n'est pas acheter. Comme toujours, une loi n'est jamais totalement mauvaise, jamais totalement bonne non plus. Mais au lieu de se concentrer vraiment sur ce qui pêche aujourd'hui en France, c'est que le contrat de travail, il en existe, je crois, 7 ou 8 différents contrats de travail. La norme, c'est le CDI. Il faut peut-être aussi se poser la question sur ça. Aujourd'hui, la poursuite, c'est le CDI. Il y a plein d'autres contrats de travail qui pourraient être adaptés à certaines situations. À ceux qui viennent de rentrer dans le marché du travail, à ceux qui souhaitent en sortir, à ceux qui souhaitent faire de l'alternance. Il y a plein de possibilités, on ne les exploite pas. Et on va absolument tout faire pour que ce soit absolument le CDI qui prime et qu'on puisse aménager au mieux le CDI. Et on n'exploite pas la totalité de l'arsenal en profondeur. Mais repenser, peut-être même mieux utiliser le système qu'on a déjà. Le code du travail, je pense qu'il est trop lourd au niveau des patrons pour pouvoir embaucher. Parce que je pense que tout le monde, patron comme salarié, ont un problème avec tout ce tas de paperasse qui s'accumule quand il faut faire soit une embauche, soit un licenciement. Donc simplifier les procédures, ça tout le monde est d'accord pour simplifier, parce que la paperasse c'est très foncé, on adore ça, mais en général, ça fait retarder les choses et on n'avance pas. Mais il faut peut-être aussi repenser que le code du travail, il fait peut-être 800 pages, mais il faut peut-être les lire toutes et voir tout ce que ça propose. Ça, je pense que tout le monde ne l'a pas fait non plus. Ouais. Non, il faut les jeter un truc. Alléger les procédures d'embauche, pourquoi pas. Mais
Dire, il y a 800 pages dans le code du travail, même j'avais vu, c'était François Bayrou à la télé qui avait pris le code du travail, qui l'avait jeté nonchalamment sur la table en disant c'est n'importe quoi, il y a beaucoup trop de trucs. C'est faux. Le patron, si son entreprise elle va bien, si il a, je sais pas, une commande exceptionnelle, il doit fournir de la production, mais il a son équipe juridique sur le truc et il va faire des embauches, il n'y a pas de souci. Le problème, le patron, ce qu'il a besoin, c'est de travail, de production. Et là, on lui dit, regarde, on va rien faire. C'est-à-dire que on te propose une économie socialiste, enfin non, pas socialiste, mais le Parti socialiste nous propose une économie complètement ouverte, en faisant n'importe quoi, produit n'importe quoi, tu verras si ça se vend ou pas. Et lui, le patron, ce qu'il a besoin, c'est un vrai carnet de commandes. Et là, il saura qui embaucher, qui ne pas embaucher. Alors que là, on lui propose une loi en lui disant, écoute, ça va être plus facile d'embaucher, ça va être plus facile de débaucher. Mais le patron, il s'en fout. Le patron, ce qu'il veut, c'est que son entreprise ait des clients et des commandes. Là, c'est une petite réformette qui sert à rien. Je veux dire, le fond du problème, c'est le carnet de commandes. Et ça, on n'y touche pas avec cette loi. Donc c'est vraiment notre façade, un mix d'un peu de tout. Oui, de toute façon, je pense qu'une loi sur le travail qui soit faite dans ces conditions par un parti pseudo-socialiste, ça ne donnera rien. Je pense que là, en l'occurrence, une réforme du code du travail doit être faite soit par la droite, qui fera vraiment des changements radicaux, ou alors par l'extrême gauche, qui fera aussi des changements radicaux dans l'autre sens. Mais là, au milieu, je pense que... D'ailleurs, la question... Je ne peux pas attacher la réussite d'une loi au parti qui l'a fait, non mais... Bizarrement aussi, quand même. Le dernier point que je voulais vous demander, c'est est-ce que selon vous, la fameuse manifestation aura du succès? Alors, oui, quand on avait les jeunes de sortir, moi je me souviens, au moment de la manifestation des blocus pour les retraites, quand on était au lycée, aucune conscience politique, on n'avait pas cours, on était bien contents. Donc oui, ça aura du succès, il y aura 2 millions de personnes dans la rue. Après, il faut voir si ça se 2 millions, alors si on fait 2 millions. Si ça se pérennise dans le temps, oui, mais parce que tu vas rameuter tout le monde, les jeunes. Ce serait beau. Les jeunes arrivent, ils sortiront, ça, m'en fais pas. Je pense que toutes les villes seront bien bloquées et puis on entendra parler, il n'y a pas de souci. Non, mais alors, pour revenir, alors je sais pas si ça marchera vraiment, je pense que c'est un peu trop tôt. Le 9 mars, je pense qu'il aurait fallu laisser El Khomri vraiment bien dans sa merde. Passer au Parlement. Voilà, là à ce moment-là, on aurait attendu fin mars, ça aurait bien pété. Mais je pense quand même que cette loi, ça reste la loi de Valls qui veut court-circuiter Macron, quoi. Enfin, El Khomri, c'est un pantin, c'est le pantin de Valls. On voit que là, elle est partie à l'hôpital pour faire son malaise. Je veux dire, elle en peut plus, la pauvre, mais c'est Valls qui est là. Il y a même plus loin, parce que la stratégie que tu peux tuer Macron pour lui bouffer sa loi. La stratégie de Valls, ça va être à terme quoi? Il va essayer juste de quitter le navire. Ça, je la sens arriver. Je suis sûr que dans les quelques mois qui vont arriver, vraiment dans une très courte période, on peut assister à une démission de Valls, parce qu'il va pousser au maximum pour que ça pète et que ça passe pas. Comme ça, il dira à la fin l'échec. C'est Hollande et le nouveau pantin, encore un, et puis à ça après, qui prendra toute la responsabilité de l'échec du mandat, et moi j'aurai toute légitimité pour me présenter. C'est un autre sujet. J'ai pas eu les moyens. Je la sens arriver, celle-là. En tout cas, c'est vrai que la loi est autant contestée que la personne, en fait. Oui, bien sûr. Bon, passons maintenant au deuxième sujet, qui est la crise agricole. En effet, entre le 27 février et le 6 mars, s'est tenu le Salon d'agriculture à Paris, le plus gros salon agricole du monde au passage. Et à cette occasion, on a vu toute la classe politique qui allait au chevet des agriculteurs, au chevet d'une agriculture en crise. En effet, quand on regarde un agriculteur type, il survit en fait grâce aux subventions de la PAC. Il survit, il y a beaucoup de suicides des agriculteurs. Il survit. Il survit financièrement grâce aux subventions de la politique agricole commune, car en effet, ils ont de plus en plus du mal à être rentables face à la concurrence mondiale et face aux grosses industries agroalimentaires aussi, il faut le dire. Alors, entre législation européenne et défense du terroir et du territoire également, par quels moyens la France, qui est quand même la première puissance agricole d'Europe, doit résoudre cette crise? Je pense que des moyens, on en a, c'est pas ça forcément la grande difficulté, mais je pense surtout qu'il y a un avenir assez difficile pour les agriculteurs qu'on veut mettre dans un groupe qui soit absolument homogène. L'agriculteur, ça peut être très différent. Quand on parle aujourd'hui de crise agricole, on parle de crise agricole pour les très petites exploitations, et en particulier pour les éleveurs. Je pense que vous demandez aux exploitants céréaliers, ils s'arrangent toujours avec les prix des différents cours des cours mondiaux. Je pense qu'eux ne sont pas trop touchés par la crise, ils arrivent globalement à développer des exploitations assez larges. Pour les très petits éleveurs dans des régions assez rurales, c'est très compliqué. Et je pense que là, la principale difficulté, c'est qu'on se trompe d'interlocuteur. Quand on parle avec M. Belin, représentant de la FNSEA, qui représente
je saurais même pas dire qui ils représentent parce que personne n'est d'accord pour dire, en tout cas pas ceux qui sont dans la rue, qui bloquent les autoroutes ou qui font des actions coup de poing contre les préfectures. Je pense pas qu'ils se sentent représentés par M. Belin. Donc peut-être se focaliser sur les vrais interlocuteurs à qui on doit parler, qui sont concernés par les problèmes, les tout petits agriculteurs. Mais là, c'est toujours le combat de David contre Goliath. C'est sûr que quand tu es un tout petit exploitant du fin fond de la Corrèze ou du fin fond des Alpes, c'est vrai que c'est assez compliqué de faire monter tes revendications, sachant qu'elles peuvent être très différentes d'une région à l'autre en France. Et ce qu'on a vu, ce qu'on a observé au Salon de l'agriculture, je trouve très dommageable quand on voit que des agriculteurs, même s'ils ont des raisons, même s'ils sont dans une situation économique difficile, saccagent des stands, insultent un président de la République ou un Premier ministre. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Ça a préparé, en tout cas, la chose intéressante que tu as dit, c'est que c'est vrai que la France a une spécificité, c'est qu'on a beaucoup de petits agriculteurs. On fait très le distinguo entre deux modèles, le modèle typiquement français des petits agriculteurs qui ont un marché local, une clientèle fidèle et qui vendent comme ça, qui vivent de cette façon-là, et l'agriculture plus, on va dire, à l'anglo-saxonne, voire à l'allemande aussi, qui est surtout là aussi, où pour le coup là c'est des grosses exploitations, voire des regroupements d'agriculteurs qui vivent, voilà, même chez les Américains, des OGM, etc. Voilà. Donc il faut choisir entre ces deux types de modèles. Est-ce que le fait que ce ne soit pas décidé au niveau européen, ça bloque justement? Et encore, on n'a pas encore le TAFTA. Et encore, quand on aura le TAFTA, alors là, le petit agriculteur de Corrèze avec ses 20 vaches, il va pas comprendre ce que le bœuf américain. Non mais en fait le problème c'est qu'on est dans un changement de paradigme. Donc on avait une espèce d'agriculture ultra productiviste post-seconde guerre mondiale, donc qui marchait plutôt bien parce qu'on n'est pas mort de faim, enfin nos parents sont pas morts de faim. Et là en fait, moi je suis convaincu, on passe vers une agriculture plus responsable, c'est lent hein, mais ça va arriver, plus responsable, plus petite, c'est-à-dire les fermes des 1000 vaches, je pense que c'est un phénomène de mode mais ça peut pas durer. Et on passe sur des populations qui sont plus... comment dire, au fait avec les problèmes écologiques et notamment l'élevage, parce que l'élevage, bon, on le dit peu, mais enfin, la production de méthane, c'est vraiment hyper mauvais pour les gaz à effet de serre. Donc, on voit bien à Paris, par exemple, les changements de mentalité, en général c'est capitale et ensuite province. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est temporel, ponctuel, on va dire, en fait, cette crise, et qu'il faut protéger nos petits agriculteurs, quoi. Il faut les protéger, oui, il y a des produits qui n'ont pas à être libéralisés. Les produits agricoles n'ont pas à être libéralisés. Je n'ai pas à acheter de la laine d'Australie alors que j'ai de la très bonne laine qui vient de mon pays. J'ai pas à acheter du steak américain, il n'a pas besoin de prendre un avion. Je comprends bien qu'on veut essayer d'envahir les autres marchés alors que pour privilégier, c'est au détriment de la qualité française. Mais pas avec la Si je peux me permettre, moi ce que je pense vraiment, c'est qu'il faudrait se reconnecter beaucoup plus, enfin on est connecté au marché local, mais il faudrait vraiment miser beaucoup plus sur le marché local. Il faut beaucoup plus miser sur toutes ces espèces de niches en fait, qui rapportent beaucoup plus, telles que le bio, telles que la consommation de Made in France, enfin je veux dire, ça rapporterait tellement plus de se focaliser sur ça plutôt que de s'intégrer au marché européen sur lequel manifestement on n'est pas compétitif par rapport aux autres pays européens. Regardez notre élevage par rapport à celui allemand ou espagnol au niveau porcin. De toute façon, on ne sera jamais compétitif autant qu'on le voudrait au niveau européen. Donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer de réinstaurer cette tradition d'excellence française en se tournant vraiment vers le marché local et en essayant de travailler sur une mentalité française en disant voilà, il faut s'impliquer plus, consommer plus français, consommer plus local. Parce que peut-être notre agriculture a peut-être un lien direct avec notre art de la table aussi, qui est une spécificité. Et notre façon de vivre de façon plus large. Voilà. Ce qu'on mange, enfin, je veux dire, le temps qu'on passe par jour à manger est monumental. Donc non mais c'est culturel, c'est tout un processus de société. Sauf que manger français et manger bio, c'est manger cher. C'est encore ça. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on fait pas? Enfin, évidemment, tout le monde aimerait manger du petit agriculteur qui habite à côté de chez lui. Tout le monde aimerait faire ça. Je veux dire, personne n'aime aller au Carrefour et prendre les premiers prix dégueulasses qu'on voit qu'il y a du cancer dedans, quoi. Non. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Parce qu'on a 10% de chômage. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Parce que les salaires n'augmentent pas. Donc, enfin, l'agriculture, ça montre tout le processus de société qu'il faut créer avec ça. Donc évidemment, si on augmente les salaires, là vous verrez la crise de la Je pense peut-être qu'il faut revenir sur les vrais problèmes liés aussi à l'agriculture, c'est des problèmes très techniques. Moi j'en pointerai deux principaux. Le premier, c'est que les agriculteurs sont devenus très dépendants des subventions de l'État. Parce que, à force de vouloir compenser, quand on sait qu'il y a un parachute derrière, même si, et à force le parachute il s'amenuise.
Et on se rend compte que les agriculteurs, même avec des subventions de l'État, ça ne suffit plus. Et d'autre part, les exigences européennes qui sont incohérentes, où on demande à tel ou tel agriculteur, tu dois faire ça ou ça, alors que demander la même chose à un paysan de Slovénie, un paysan d'Estonie, un paysan français ou un paysan allemand, c'est tout la même chose. Donc vraiment, il y a un problème d'incohérence. Et également, en France, le problème très français, c'est le manque de lisibilité sur le parcours des produits. Pour l'exemple du lait, on n'a pas les prix exacts des cours du lait, mais par exemple, quand il est acheté au producteur, il coûte un prix X, il passe par l'usine de transformation, il se retrouve en supermarché, il coûte le triple, le quadruple de son prix. Donc il y a aussi peut-être un moment, peut-être un peu dépoussiérer la machine. Et c'est encore une fois là, je pense que le gouvernement se trompe de cible, puisqu'il s'en prend à la grande distribution. Je veux bien, mais qu'il s'en prenne à Carrefour, d'accord. Mais il faut voir aussi, c'est tous les gens derrière Carrefour. Nous on voit sur le schéma, il y a le petit producteur qui fait son lait, et Carrefour, Leclerc, pas m'en prendre qu'à Carrefour, qui revend le lait derrière. Et au milieu, on ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est là qu'il y a... Je veux bien, moi, qu'on dise forcer les grandes enseignes à acheter tel ou tel, à tel et tel prix, fixer des quotas. D'accord, moi je veux bien. Mais à un moment donné, on peut faire ça, il y aura toujours un marché souterrain, ça passera par la gauche, par la droite, par au-dessus, par en dessous, et on arrivera à se démerder, et on ne saura pas ce qui se passe au milieu, au moment de la transformation. C'est vraiment le processus agroalimentaire. Oui, je pense que si on fonctionne dans un processus, comme tu le disais, on est un peu encore dans l'idéologie post-45. Et on n'a pas encore opéré la transformation, on n'est plus dans le système où l'agriculture fonctionne en circuit fermé. Aujourd'hui, tout est connecté, la mondialisation et tout ce qui s'ensuit. On a un modèle, la grande distribution fonctionne en France, mais elle fonctionne un modèle un peu globalisé. Non, moi, par exemple, je veux bien que le Parisien aille acheter son litre de lait à Carrefour, à Leclerc, dans les grandes surfaces. Mais ce dont on se rend compte, c'est que par exemple le Corrézien qui habite à côté du paysan, non plus, et il va à Carrefour lui aussi. Alors là ça c'est insensé. Parce que du coup, le paysan va vendre pour rien du tout son lait à un tel qui va aller le faire raffiner, qui truc, qui machin, ça fait un tour pas possible pour revenir exactement au même endroit. Et c'est là qu'intervient le circuit court. Donc le circuit court permet d'éviter ce problème d'inflation des prix avec des spéculateurs tout le long qui se font de l'argent alors qu'ils n'ont rien fait. Donc c'est le circuit court la solution pour la crise de l'agriculture, je pense. Une des solutions évidemment. Oui. Et alors est-ce que justement c'est pas un des domaines dans lesquels il faut réellement décentraliser? On parle tout le temps de décentralisation, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas réellement pour le coup avoir des antennes départementales d'agriculture si on veut c'est très français. Actuellement, ce qui est mis en place, c'est les directions régionales à l'agriculture qui sont placées, ça aussi, on en parlera tout à l'heure avec les régions. Encore une merveille administrative, mais oui, évidemment, c'est le circuit court, mais moi je pense que l'État ne peut pas non plus s'ingérer dans tout, même si moi j'aime bien l'État, mais on peut pas non plus décider tout, chacun fixer des quotas, des prix. Je pense qu'aussi il y a une responsabilisation, et ça, vous le dites bien tous les deux, il faut responsabiliser également le consommateur. Très bien. Bon, après avoir parlé des bœufs et du lait, on va parler des roast beef cette fois-ci. Alors, on part en Grande-Bretagne l'an prochain. On va en effet évoquer le Brexit. Alors, je vais rappeler rapidement ce que c'est. Le Brexit, ça évoque une potentielle sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et ça fait référence au Grexit qu'on avait évoqué lors de la crise grecque en 2015. Alors, après des mois de négociations, un compromis sur le statut spécial du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne a été trouvé lors du Conseil européen des 18 et 19 février 2016. Le lendemain, le Premier ministre, donc David Cameron, a annoncé qu'il allait donc faire un référendum, justement, le 23 juin 2016, et qu'il fera campagne pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne sous certaines conditions. Il faut aussi préciser qu'il a lié son destin électoral justement à ce référendum. Alors selon vous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on penche pour une exception anglaise qui a toujours été le cas, ou est-ce qu'on amorce un démantèlement de l'Union européenne pure et simple? Moi, qu'est-ce que j'en pense? L'idée, c'est que les règles européennes, en fait, pour les Britanniques, sont censément trop contraignantes pour leurs entreprises. Il faut renégocier un accord européen et britannique avec un certain statut de la Grande-Bretagne. Sauf que le problème, c'est qu'on est dans une Union européenne et que commencer à renégocier le statut de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, c'est ouvrir une boîte de Pandore en fait. C'est commencer à dire si on renégocie votre statut, on va renégocier celui des Allemands, on va renégocier celui de tout le monde. Et en fait, on ne peut pas faire ça. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si on a intérêt ou pas à ce qu'ils sortent du Royaume-Uni. Et moi,
personnellement, je pense qu'eux n'ont aucun intérêt à sortir de l'Union Européenne, je dis Royaume-Uni, n'importe quoi. Je pense qu'ils n'ont absolument aucun intérêt à sortir de l'Union Européenne. Parce que d'abord, je veux dire, le recul que ça va créer sur leur commerce extérieur, considérant que l'Union Européenne c'est le premier partenaire du Royaume-Uni, c'est magistral, ça se joue sur 3-4 points de PIB. Donc, oui, non, c'est prévu par... Je veux juste préciser que David Cameron a dit que le Royaume-Uni, donc il allait prôner pour le fait qu'il reste dans l'Union Européenne, mais sous 4 conditions, je vais quand même vous les citer. Déjà, il veut pouvoir limiter certaines aides sociales pour les migrants issus de l'Union Européenne. Donc voilà, que ce soit le Royaume-Uni qui définit ces retraités anglais chez nous. Ces aides. Ensuite, que la libre circulation des capitaux soit perfectionnée et qu'on réduise les charges qu'impose l'Union Européenne sur les entreprises. Donc en gros, ils veulent encore plus libéraliser. Ensuite, c'est plus de points plutôt éthiques. Le fait qu'on inscrive dans le texte que l'euro n'est plus la monnaie unique de l'Union Européenne et qu'on supprime la mention une union sans cesse plus étroite. Voilà, c'est les 4 conditions qu'ont soumis les Britanniques. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, c'est un savoir-faire. Ça, tu le travailles. L'expérience depuis Jeanne d'Arc. Je pense que en réalité, le problème il est très simple. On se complique énormément parce qu'il faut faire la publicité autour et puis c'est un levier très anglais pour faire passer leurs revendications. Personne n'a intérêt à ce qu'ils sortent, ni eux ni nous. Eux, c'est une île, ils vivent d'importation. Par tradition, ils ont un statut insulaire qui les force à commercer avec leurs voisins. Ils ne peuvent pas tout produire eux-mêmes. Roxane, tu l'as bien dit, ils se ferment un marché qui est totalement avantageux. C'est un non-sens total. Et puis pour nous, revenons d'un point de vue plus terre à terre. On est une nation diplomatique, qui a de l'importance au niveau international. Les Anglais aussi, on fait tous les 2 parties du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a besoin d'avoir un allié qui soit aussi fort que nous au niveau politique international. Et le faire dans le cadre de l'Union Européenne, on voit bien que ça a toujours plus ou moins bien fonctionné. Même si la diplomatie européenne n'est pas encore installée, c'est loin d'être une entité totalement implantée et réelle, on travaille quand même toujours de concert avec les Anglais. Donc ça enverrait, je pense, un mauvais message à l'international de dire qu'il y a un schisme même entre nous qui sommes des alliés de toujours, on va dire du dernier siècle. Mais voilà, et de toute façon c'est assez simple, l'Angleterre gagnera toujours dans l'histoire. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre, ils l'auront, ils ont négocié un nouveau statut, ils changeront de 3 points, ils seront contents, nous on sera contents parce qu'on leur aura pas tout donné et eux ils demandent toujours plus que ce qu'ils veulent, comme ça ils auront toujours juste ce qu'il leur faut. Et voilà, c'est une technique très anglaise, c'est la technique à l'anglaise, je vous fais pression, je vous menace, j'y vais avec ma petite revendication, si je m'en vais, vous êtes dans le fin fond du trou et vous aussi. C'est extraordinaire, je trouve. C'est vrai que la situation de ce pays est un peu bancale parce qu'elle est autant indispensable que problématique en fait. Comme l'a dit Alain, le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une des premières flottes maritimes en Europe, enfin voilà, elle est dans toutes les organisations internationales, mais d'un autre côté, elle a le livre sterling, elle bénéficie également des avantages du Commonwealth. Faut pas l'oublier. Elle est sur les 2 sur le tableau, c'est un empire. Elle prend les avantages. Faut pas oublier que c'est un empire, ils ont leur union. Oui. Et le Royaume-Uni, il y a uni dedans. Ils sont dans 2 unions à la fois. Et il ne faut pas oublier que 3 unions. Oui, les 3 unions avec l'Union Européenne. Mais il ne faut pas oublier que si l'Angleterre, donc le Royaume-Uni, choisit de sortir de l'Union Européenne, mais les Écossais sortent du Royaume-Uni. Donc, je veux dire, ils en sont bien conscients de ça, les Anglais. Ils ont eu très très peur la dernière fois. Et ils ne feront pas l'erreur. Après, s'ils veulent partir, moi je m'en fiche. Ils sont tellement battus pour y rentrer que ce serait belle qui part. Oui, mais c'est ça. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que vraiment ils veulent ça? Pourquoi est-ce que vraiment ils veulent sortir de l'Union Européenne? Mais les flux migratoires, mais contrôler quels flux migratoires? Parce que c'est une île, je veux dire, ils contrôlent quoi comme flux migratoire? Je veux dire, nous on leur bouche le tunnel et ils sont bien quoi. Donc ils ont déjà plein d'immigrés qui viennent de leur Commonwealth. Moi j'arrive pas bien à comprendre et donc j'y ai réfléchi, je me suis dit, mettons ça en perspective avec l'histoire. Et non mais quand on regarde ce que déteste l'Angleterre, le Royaume-Uni en général, c'est quand il y a une puissance hégémonique en Europe. Toujours. Et là, clairement, la France fait défaut en ce moment, et c'est l'Allemagne qui domine l'Union Européenne. Ça, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire ça. Sur le point de vue économique, mais même diplomatique, on voit qu'Angela Merkel, bon, elle prend tout le monde par les couilles, quoi. Et du coup, je me demande si ce serait pas parce qu'il n'y a pas la France que l'Angleterre se sent seule. Et l'Angleterre, elle veut pas se faire bouffer par l'Allemagne. L'Angleterre, c'est une puissance insulaire, atlantiste, qui a des aspirations européennes, mais qui n'est pas européenne. Et du coup,
voir que le continent là-bas, de l'autre côté de la Manche, est complètement bouffé par l'hégémonie allemande, je pense qu'ils prennent peur et ils se disent non mais qu'est-ce qu'on va aller foutre là-dedans quoi. C'est-à-dire que les Français ils se fassent manger, d'accord, pourquoi même. Mais nous on est unis quoi. Et du coup je pense que si la France était un peu plus ferme, si la France imposait un peu ses vues, si la France disait à Merkel non maintenant il n'y a pas que toi qui décide ici, si les autres pays aussi faisaient ça, l'Angleterre elle se sentirait bien mieux dans l'Union Européenne et elle y resterait. Donc je pense que c'est dans le cadre de l'Union européenne. Ben, je pense que c'est ça. Alors je sais pas, hein, franchement c'est quelque chose que je propose à nos auditeurs, hein, mais vraiment dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou pas. Révolution. Non, parce que vraiment, moi je pense que une des raisons de la sortie, enfin de la volonté de sortie de l'Angleterre, c'est l'hégémonie allemande. Quoi. Parce qu'après, quand on lit la presse britannique, pour eux le plus gros problème c'est l'Écosse justement. S'ils sortent de l'Union Européenne, l'Écosse se détache, ça fait non seulement ça va désunir justement le Royaume-Uni, de plus ils perdent quand même plusieurs points de PIB parce que c'est un peu économique, et en plus ça, comme disait Alain, ça fait un gros défaut stratégique étant donné que les bases nucléaires et surtout les bases sous-marines sont en Écosse. Donc est-ce que selon vous l'Écosse va quand même beaucoup peser dans l'équation? Mais je pense que. Oui, clairement. Moi, après, ce que je pense, c'est que, de toute façon, ils ne sortiront pas. Clairement, genre, ils ont absolument aucun intérêt à sortir. Pour moi, c'est pas ça la question. Pour moi, la question, c'est est-ce que c'est encore possible de maintenir cette exception anglaise? Pour moi, on est dans une période où on a besoin d'une identité commune. Et l'Union européenne, l'Union européenne ne fonctionnera pas tant qu'elle ne sera pas unie et tant qu'elle sera pas. Tant qu'elle n'aura pas un objectif commun. Et l'Union européenne à la carte avec l'exception anglaise, c'est plus possible quoi. Je veux dire, il y a un moment, il faut qu'elle se positionne et qu'elle dise soit on sort, et à ce moment-là, on assume les conséquences. C'est intrinsèque à l'Union européenne. C'est vrai que l'idéal d'égalité, quand on regarde comment a été traité la Grèce et le Royaume-Uni. Non, mais c'est pour ça que c'est plus possible. Ou alors le Royaume-Uni accepte de s'impliquer pleinement dans l'Union européenne en disant on y reste, mais on fait les choses jusqu'au bout. Et à ce moment-là, s'ils ont un problème avec une crise migratoire ou avec des flux migratoires, je sais pas, on peut trouver une solution commune. Et on en discute. Mais là, en plus, nous, on n'a aucun intérêt à chercher une solution avec eux, sachant qu'ils font tout de leur côté. Je veux dire, il y a un moment, soit ils s'impliquent, et nous, on fait des efforts de notre côté aussi, pour prendre en compte les desiderata anglais spécifiques, ou alors, ils sortent. Et ils seront bien tout seuls, quoi. Non, et puis ils seront bien tout seuls, et puis les migrants de Calais, je pense qu'on va bien les laisser passer, à mon avis. Oui, d'ailleurs, Emmanuel Macron a menacé justement. Il n'y a pas de menace, parce que menacer d'envoyer les migrants qui puent et qui sont moches, non, c'est pas une menace d'envoyer les migrants. Mais simplement, je veux dire, à un moment, eux considèrent que l'Union européenne, c'est de la merde, qu'ils chient un peu sur le continent. Eh bien, très bien. Eh ben, nous, on n'a plus à respecter non plus les traités qu'on a avec eux. Pourquoi est-ce qu'on doit faire la police à leurs frontières? Je veux dire, mais qui se démerde quoi? Je veux dire, ils sont anglais, ils sont très forts. Allez, les migrants, mais ils veulent pas venir en France. Pourquoi est-ce qu'on les oblige à rester chez nous? Mais allez-y, foncez, tentez votre chance. On a vu notre passion pour ce pays. Hein, non, mais après, c'est très sympa. Les amis anglais, on vous embrasse. Oui. C'est dans nos gènes. Maintenant, passons à la dernière étape de cette émission, donc les cartes blanches. On va commencer par Alain, peut-être. Comme vous voulez. Alors moi, aujourd'hui, j'aimerais revenir à la fois chronique un petit peu spécifique, puisqu'elle se basera sur un livre et ouvrir un sujet plus global, qui sont les régions françaises. J'adore les régions françaises. Cet ensemble administratif me laisse rêveur. Donc, j'ai ramené un petit livre que j'ai... Un gros livre quand même, c'est écrit. Il s'appelle Région le Grand Gaspi et c'est écrit par Robert Colonna d'Istria et Ivan Stefanovic. Alors en fait, c'est un livre qui est quand même un petit peu vieux puisqu'il a été écrit avant les élections régionales de 2010. Et il recense tous les gaspilles qui sont faits dans les régions françaises, qui étaient faits. On va en venir à la réforme régionale, comme je le disais tout à l'heure. On trouve des perles là-dedans, je ne pensais même pas que c'était possible. Moi, celle que j'ai préférée, alors j'en ai noté quelques-unes, c'était le prix du logo Rhône-Alpes, quand ils ont refait ce logo. Alors, par exemple, petite spécificité, ce n'est pas du noir qu'il y a au fond, c'est un prune très foncé, qui a coûté dans une agence de communication 70 000 € pour le projet, pour le devis, donc il a été payé plus après la réalisation, enfin on arrive à des sommes astronomiques. Au lieu de redistribuer ça intelligemment, de faire une route ou je sais pas quoi, non, on fait un logo. Le prix que ça a coûté pour changer tous les logos sur les lycées, sur les TER, ce genre de choses, merveilleux. Moi je trouve ça merveilleux. Et puis si vous connaissez le bâtiment qui est à Lyon, le bâtiment du conseil régional, vous voyez qu'il y a un logo énorme absolument, celui-là aussi va coûter pas mal. Donc voilà, le prix du logo Rhône-Alpes, ou alors la réception en Basse-Normandie pour le nouvel an de la région qui a coûté avec du caviar, enfin,
quelque chose d'astronomique qui paraît complètement incohérent. Et on nous a dit, avec la loi NOTRe en 2015 et ces nouvelles élections régionales qui sont intervenues en fin d'année, qu'on allait chasser le gaspillage, qu'on allait rationaliser la méthode de fonctionnement en fusionnant des régions. Et on se retrouve effectivement à faire de grosses économies en déplaçant 15 000 fonctionnaires de leur poste parce qu'on a des régions qui sont fusionnées comme l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Donc déplacement, on met une direction régionale de l'agriculture ici, une direction régionale de l'urbanisme, etc. Là, on en met un peu partout. Merveilleux. Beaucoup d'économies effectivement, des dédommagements parce qu'on paye, les déménagements des fonctionnaires, on paye des augmentations parce qu'évidemment, qui a envie de se faire déplacer quand vous avez fait toute votre carrière au sein d'un conseil régional ou d'une administration dans votre région d'origine et qu'on vous dit maintenant il faut que tu casses à 400 km de chez toi, les gens ça passe moyen. Donc voilà, je reste très confiant dans l'avenir et j'espère que la réforme territoriale prendra une forme qui lui conviendra et qui sera vraiment efficace pour le pays. Mais voilà, le grand gaspillage, je pense qu'il est encore pour aujourd'hui et peut-être encore pour un moment. Donc je vous incite vraiment, là je vous le répète, région le grand gaspillage. Il y a plein de petites anecdotes pour les contrôles de culture G, ça peut être assez marrant. Peut-être une petite touche d'humour dans vos copies. Voilà. Alors Roxane, pour ta première carte blanche, tu as choisi une émission de radio. Ouais, moi j'ai choisi une émission qui passe sur Europe 1 le soir, dans Europe 1 soir. On est déçus, on pensait que c'était Europe 1. C'est l'émission de Nicolas Poincaré, le club de la presse. Et en fait, tous les soirs de la semaine, il y a un invité qui vient. Et c'est autant des invités politiques que scientifiques, enfin voilà, plus ou moins connus. Et en fait, ils sont questionnés par les grandes voix d'Europe 1, donc Arlette Chabot, voilà. Et sur la dernière... je vais y arriver. On le dira. Je vais y arriver. Non mais... Grande voix. Merci. Et donc en fait, sur le dernier mois, par exemple, il y a eu Gilles Kepel, il y a eu Jean-Louis Debré, il y a eu Alain Badiou, enfin voilà. Et en fait, hier soir, j'écoutais... Enfin, moi, je le mets tous les soirs dans la voiture en rentrant, jusqu'à Marseille. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'aidait vachement à comprendre les enjeux d'actualité, en fait. Parce qu'il y a plein de fois où, en plus de comprendre juste la situation, je me dis, putain, mais là c'est du point de vue personnel, quoi. Enfin, là, c'est plus du tout de l'objectivité, quoi. C'est la personne qui me dit ce qu'elle pense d'eux. Et ça me fait réfléchir à ce que moi, je pense d'eux. Et je trouve ça super intéressant. Puis en plus, j'ai plein de références pour la dissertation de culture G, pour le coup. Enfin, ça, c'est trop bien. Et du coup, hier soir, je l'écoutais, et par exemple, c'était l'État islamique en 100 questions. C'est un livre de Gilles Mathieu, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, ça décrit tout et ça t'explique, par exemple, hier, ils expliquaient super bien la position turque, en fait, sur le conflit. Et je trouve ça vachement éclairant. Et enfin, j'adore cette émission, quoi. Voilà. On reste dans la culture. Et j'ai décidé que je préférais ça à Maître Gims. Alors on finit par Dimitri, qui, toi, ça concerne moins, c'est la culture G. Oui, c'est vrai, la culture G. C'est simplement, bon, on en a parlé de la loi El Khomri. Moi, ma carte blanche, c'est plus... je sais pas si c'est vraiment une gueulante, mais c'est un appel à la mobilisation, du coup. Parce que, non seulement pour les jeunes, mais pour tous les travailleurs, et surtout pour ceux qui n'ont pas de travail. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de chômeurs qui nous regardent, ni même vraiment de gens qui travaillent, mais bon. Mobilisez-vous. Parce que là, c'est facile de se dire non, mais demain, j'ai ça à faire, c'est l'histoire. Hein. Demain, vraiment, c'est l'histoire qui joue. Alors, ok, ça fait très grandes idées, grands rêveurs, mais c'est vrai, dire cette loi, elle va rester. Et vous verrez, dans 25 ans, vos enfants qui feront Sciences Po, évidemment, la reproduction sociale, vos enfants qui feront Sciences Po, vous en parleront, ils disent mais papa et maman, qu'est-ce que tu faisais pendant la loi El Khomri? J'ai vu, là, sous le quinquennat de François Hollande, vous êtes fait baiser vos droits au travail. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous direz? Vous direz, je crois que j'avais un exposé à préparer. Non. Soyez dans la rue le 9, lisez cette loi, comprenez en quoi elle n'est pas bonne et mobilisez-vous. Montrez que vous êtes des citoyens et arrêtez de leur faire croire que vous êtes que des moutons qui peuvent faire passer n'importe quoi parce qu'ils font passer n'importe quoi. Ils se foutent de votre gueule, ils vous consultent même pas. Mobilisez-vous. Je vous dis pas de tout casser, juste montrez-leur que vous n'êtes pas des abrutis. Bon. L'appel est passé. Unissez-vous. Bon allez, merci à vous trois. Merci. Et à une prochaine pour une nouvelle édition des Excités.